pour moi, je voudrais que le QA qui m'accompagne dès la rédaction des tickets, des stories, Mm. en décrivant avec moi probablement c'est quoi les cas de test attendus pour ce ticket-là, c'est quoi les critères d'acceptance pour ces critères-là, pour ces tickets-là Ok. autant pour moi, Mhm. premièrement. Deuxièmement, essayer de tester mon code le plus tôt possible. Donc, ne pas attendre forcément que j'ai terminé sur ce que je suis en train de travailler avant de commencer à faire ces tests. Donc, anticiper en fait sur la disponibilité d'une partie même de la fonctionnalité que je suis en train de travailler pour me faire des retours Mhm. là-dessus. Ça m'aiderait et ça nous aiderait tous en fait à avancer rapidement sur la fonctionnalité. Ensuite, faire des tickets de bugs parfaits, comme on a décrit tout Mm. à l'heure, qui me permettront en fait de résoudre le ticket dans ma tête tout de suite quand je l'ai lu en fait. Une fois en lisant le ticket dans ma tête tout de suite j'ai résolu le bug. Mm. Ça nous sauvera la vie énormément. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Wadel Kin, ingénieur QA, spécialiste de l'automatisation des tests et des tests manuels. Je suis basé au Canada, principalement au Québec. Aujourd'hui, c'est une nouvelle série de vidéos, un nouveau concept où on va vous parler des concepts d'ingénierie de la qualité tendance. Et pour ce faire, j'aurai des entretiens avec des développeurs et d'autres fois, ce sera avec des QA. Et donc, nous avons le privilège d'accueillir quelqu'un que je connais très bien. C'est un ami de longue date. Je vais, n'est-ce pas, lui laisser le soin de se présenter. Prenez votre petit café ou votre tasse de thé et c'est parti. Alex, tu peux te présenter. Merci Wadel. Et merci aussi de l'invitation. Pour moi, c'est un honneur en fait d'inaugurer ce nouveau concept que tu essaies de mettre en place. Donc, vous l'aurez compris, moi je m'appelle Alex. Je suis développeur Java. Ça fait un peu plus de 7 ans aujourd'hui. Et avec une passion pour l'architecture logicielle et tout ce qui tourne autour du craft. Donc, tu sais, le craft, c'est tout ce qui touche au fait qu'on va se concentrer sur l'élégance dans le code et pas que des solutions qui marchent bien. Donc, je me caractérise en fait par ce que j'appelle étant un artisan en voyage. Bon, c'est quoi un Hmm. artisan en voyage pour moi? C'est le fait que malgré le fait que j'ai des compétences sur certains domaines, je reste quand même et activement dans le processus d'apprentissage. Donc voilà un peu. Et c'est dans cet esprit-là que je publie tous les mardis, le caprice du mardi sur LinkedIn. Donc, c'est un rituel que j'ai mis en place pour me permettre de partager un peu, modestement ce que je sais sur le métier et aussi, grandir en même temps avec la communauté. Et voilà. Voilà ce que je peux dire en ce qui me concerne. Ben écoute, merci Alex, merci pour le travail que tu abats tous les mardis. Je suis moi-même un de tes premiers fans, ça tu le sais, donc c'est avec beaucoup de plaisir que je prends le temps de lire la connaissance que tu partages tous les mardis. Donc là, c'est un exemple de connaissances qui partagent tous les mardis. Et donc, si vous voulez, n'est-ce pas, acquérir davantage de connaissances sur le développement logiciel, sur même la qualité, vous allez sur son LinkedIn, vous vous abonnez, et puis vous serez informé de toutes les publications qu'il fera. Donc, Alex, euh, comme on a dit tout à l'heure, on va parler, n'est-ce pas, des sujets tendances dans l'ingénierie de la qualité. Et parmi les concepts très tendance dans l'ingénierie de la qualité, il y a la notion de shift left testing. Pour quelqu'un qui débute, pour un étudiant qui vient de graduer, pour quelqu'un qui veut entrer dans la tech, pour un débutant de manière générale, ce serait quoi un shift left? Euh, Comme je disais, c'est un sujet vraiment intéressant et d'actualité. Et pour donner une définition simple pour quelqu'un qui débute dans le métier, je dirais tout simplement que le shift left, euh,
c'est le fait de déplacer, de déplacer tout ce qui est euh, contrôle de qualité, tout ce qui est Mhm, testing mhm, en amont, mhm, en amont du processus de développement logiciel. Euh, tout ceci pour garantir, tout ceci au fait pour permettre de gagner en temps déjà, de contrôler ou bien de détecter les potentielles erreurs plus tôt, donc ce qui débouchera forcément sur un gain de temps et aussi pour maximiser la livraison du produit. Après, le shift left, c'est un concept qui prend beaucoup plus de sens dans une approche, dans une méthodologie de développement classique, comme la méthodologie en V ou bien en cascade, mhm, où tu vois, on a enfin, toutes les étapes de développement et on a le test bien avant. Donc, ce qui fait mhm, que si à ce moment donné là, c'est là qu'on détecte un bug ou bien un problème de sécurité critique, ça sera compliqué et ça coûtera pas mal de temps à l'équipe mhm, de revenir là-dessus. mhm, Comparément à des méthodologies modernes, comme l'agilité aujourd'hui, où le shift left fait partie intégrante des principes fondamentaux en fait de ce genre de méthodologie, où tu vois que tout ce qui est contrôle de qualité fait partie du processus de développement, donc qui est intégré dès le début, incluant évidemment les tests unitaires qu'un développeur doit mettre en place pour une user story ou les tests d'intégration, incluant aussi les tests automatisés par exemple qu'un QA peut-être pourra mettre en place, incluant aussi les tests de failles de sécurité qu'un DevSecOps pourra mettre en place dans son processus de pipeline, son processus de mhm, livraison et de livraison et de déploiement continu. Donc mhm. voilà un peu, grosso modo, bon, avec un peu de détail aussi, un peu, ce que je pourrais dire par rapport au shift left. D'accord. Donc, en gros, ce que tu nous dis, c'est que le shift left, c'est une culture de la qualité logicielle où on ne va plus s'intéresser à tester les logiciels en fin de développement, mais on va surtout s'intéresser à ramener tout ce qui est approche de testing au début du développement et ce, dans toutes les différentes sphères, n'est-ce pas, de ce qu'implique de développer un logiciel. Ce que j'entends ici par tout Effectivement. développement, c'est avant d'arriver même au code, OK, d'un développeur, on va, n'est-ce pas, créer un ticket pour, n'est-ce pas, illustrer une fonctionnalité qu'on voudrait développer. On va donner des détails à un ticket. Et on voudra, n'est-ce pas, dans un contexte de shift left, tester déjà ce ticket avant même de commencer à l'implémenter. C'est ça que tu nous dis. Et maintenant, d'un point de vue du développeur, Alex, est-ce que, n'est-ce pas, au moment où on s'est assuré de ce que l'étiquette, il est bien formulé, la valeur ajoutée de la fonctionnalité qu'on s'apprête, n'est-ce pas, à développer est claire, les critères, n'est-ce pas, d'acceptation pour, n'est-ce pas, l'étiquette sont clairs également. Petite précision, si vous ne savez pas c'est quoi un critère d'acceptation, dites-le en commentaire, je me ferai le plaisir de vous répondre. Donc, n'oubliez pas, c'est une série de vidéos où on partage la connaissance sur les concepts de développement, de qualité logicielle. Et donc, pour revenir à toi, Alex, quand il s'agit donc du shift left pour un développeur comme toi, est-ce que tu préférerais qu'un QA teste ton code avant ou après avoir mergé? Mais avant même de répondre, est-ce que tu peux, parce que on a affaire à des débutants qui veulent entrer dans la tech, pour d'autres qui veulent démarrer un nouvel emploi, ce que signifie merger en fait, c'est-à-dire, c'est quoi merger le code? En fait, on utilise le terme merger un code dans un contexte de versionning. Quand tu utilises un outil de versionning qui te permet d'historiser les différentes modifications que tu as fait sur ta code base, donc sur ta base de code, là tu vas utiliser le terme de merge si jamais tu veux prendre ton code d'une branche pour une autre. Une branche ici c'est quoi? C'est juste une version ou bien une image de ton code à un instant donné. Ok. Du coup, la plupart du temps, on a une branche principale, qui est la branche Mhm, qui porte la version la plus à jour de votre code. mhm, Et on a des branches de feature, donc des branches de développement de travail, donc des branches sur lesquelles les développeurs ont l'habitude de travailler.
Et le merge, Mhm. donc, c'est dans cette pratique de prendre ton code que tu as dans ta branche feature et la mettre sur la branche principale. Ok. Donc, pour revenir à ta question de base, quand est-ce que moi j'aimerais qu'un QA, par exemple, puisse tester la fonctionnalité sur laquelle j'ai travaillé? Je Mhm. dirais, je répondrai à cette question en disant que, bah, pour ma part, Mhm. j'aimerais qu'on le fasse même pendant que je suis en train de développer. En fait, ça Mhm. doit se faire euh, en collaboration. Donc, il ne doit pas Ok. forcément attendre que je lui donne de go pour qu'il puisse commencer à tester mon code. Mais idéalement, j'aimerais que ça se fasse bien avant Ok. que je fasse le merge. Pourquoi? Parce que, premièrement, ça me permettrait de rapidement corriger mon code qui est isolé. Donc, pour Mhm. moi, ça sera plus facile pour moi de corriger mon code qui est isolé, comparément à si mon code est déjà mergé, auquel cas il faudra encore faire une autre merge request plus tard, passer par un processus de revue de code encore pour pouvoir merger juste une correction de bug. Donc, pour moi, ça me permettra de gagner en temps. Ça permettra aussi à toute l'équipe de gagner en temps. Mhm. Et ça permettra aussi d'avoir une certaine tranquillité d'esprit Mhm. quand est-ce que une fois que mon code sera mergé sur la branche principale, en fait. Mhm. Ok. Ok. Ça fait du sens. Donc, en gros, ce que tu me dis, au final, c'est que l'activité d'un QA, c'est bien qu'il commence sur ton environnement de développeur, avant même, Exactement, ouais. voilà. Ok. Et donc, généralement, c'est vrai que quelque part après aussi, c'est très souvent dépendant du process de développement de chaque entreprise. Mais sinon, d'emblée, euh, que le QA intervienne, n'est-ce pas, dans ton environnement de développement pour justement détecter les problèmes très tôt au regard, n'est-ce pas, des critères d'acceptation qui avaient été définis. C'est également une bonne chose de le faire ensuite après déploiement dans l'environnement de test. Encore que là encore ça dépend. Ça dépend vraiment de c'est quoi le process, le flow de développement de chaque entreprise. Parce que pour une entreprise après l'environnement de développement, une entreprise pourrait vouloir déployer pourrait vouloir, n'est-ce pas, faire un déploiement dans l'environnement de testing avant d'aller en production. Donc, c'est vraiment, ça dépend de la culture de toute entreprise. Donc, là, Alex, merci pour cette première partie d'explication. Au début, j'ai mentionné le fait que pour pouvoir, n'est-ce pas, développer une fonctionnalité, on va créer un ticket. Et pour pouvoir faire un retour au cas où on trouve un problème issu du déploiement que tu as effectué, c'est sûr que si je suis en train de tester, n'est-ce pas, ton code dans ton environnement en local, je ne vais pas créer de bug vu qu'on est toujours en local. Mhm. Mais si ensuite, après avoir déployé, par exemple, dans mon environnement de test, c'est-à-dire à ce moment où je ne suis plus, par exemple, en call avec toi, où on est en train de tester dans ton environnement, je trouve un bug. Je dois remonter, n'est-ce pas, ce bug. Je dois créer un ticket de type bug. Et du coup, j'ai une question pour toi, c'est quoi, n'est-ce pas, pour toi, le bon ticket de bug? Alors, très bonne question, Waden. Très bonne question parce que pour moi, euh, c'est le cœur en fait de la collaboration entre un QA ou bien un testeur et un développeur. Hmm. Le point de communication central, c'est cet outil-là, c'est ce ticket de bug là qui vous lie la plupart du temps. C'est ça qui vous lie. Et pour moi, un ticket de bug parfait, c'est un ticket sur lequel, premièrement, c'est assez explicite, c'est assez clair. Quand on le lit, tu comprends exactement où est-ce que le QA veut t'amener. C'est qu'il essaie de te faire comprendre, doit être clair. Il doit décrire les étapes par lesquelles il est passé pour pouvoir reproduire, ou bien pour pouvoir produire le bug, pour que par la suite, moi, je puisse les reproduire aussi. Mhm. Troisièmement, il devra avoir il devrait me fournir des cas attendus Mhm. expected. Donc, ce que lui, il s'attend à avoir est ce qu'il a actuellement. Donc, le cas attendu et le résultat qu'il a actuellement. Et Mhm. troisièmement aussi, il devra pouvoir me fournir, si possible, c'est pas, c'est pas obligatoire, mais si possible,
Si jamais on est dans un environnement où l'application il a des logs, aussi possible pourrait me fournir aussi la trace d'erreur Mmh. qu'il a pu avoir dans l'environnement de test. Et enfin, et enfin, c'est très important. Enfin, il devrait me fournir aussi des jeux de données Mmh. qui pourraient m'aider à reproduire le bug. Et comme ça, plus tard, quand j'aurai à résoudre le bug en question, je pourrais valider que le bug qui m'a remonté a été corrigé en utilisant ces mêmes jeux de données-là. OK. Donc, Mais 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 alors, est-ce que tu aurais une anecdote, n'est-ce pas, de cette du pire bug ou du pire ticket de bug, n'est-ce pas, que tu as eu à rencontrer tout au long de ta carrière jusqu'ici? alors, quand tu parles comme ça me rappelle effectivement une anecdote que une histoire que j'ai vécue il y a pas longtemps. Mmh. En fait, c'est pas, je vais pas dire que le ticket il était pire, mais ce qui était dérangeant dans l'histoire, c'est le contexte en fait du projet. Donc, le contexte du projet, il était tel que l'environnement sur lequel le bug a été détecté, les développeurs n'avaient pas accès à cet environnement-là. Donc, c'était un environnement de production assez fermé et que Mmh. c'était un projet dans un contexte un peu très rigoureux, contexte bancaire réglementaire. Donc, c'était un peu très rigoureux. Du coup, les développeurs, ils n'ont pas accès à l'environnement de production. Et le bug qui m'a été remonté, c'était un bug de production. Et pire, c'est que la personne, effectivement, qui remonte le bug, bah, c'est pas quelqu'un de technique. C'est pas un Mmh. développeur, c'est pas un QA, c'est pas un OK. business analyst. Donc, c'est pas quelqu'un qui a, tu vois, le langage technique au bout des doigts. Du OK. coup, la description du ticket était assez vague, avec des OK. notions dont je n'avais jamais entendu parler. OK. Bah, quand j'ai lu ce ticket, j'ai stressé de suite, en fait, parce que je ne voyais pas trop où est-ce que la personne qui a remonté le bug voulait m'amener. Après avoir discuté avec l'équipe et les techniques, on a essayé de comprendre en fait ce qu'on voulait dire derrière le bug. Et c'est comme ça qu'en investiguant en fait les données qui ont été utilisées pour pouvoir effectuer la fonction, pour pouvoir exécuter la fonctionnalité qui était cataloguée dans le bug comme étant problématique, qu'on a pu découvrir qu'en réalité c'est les données qui étaient utilisées en fait qui posaient problème. Et aussi un truc que je voulais rajouter, c'est que la plupart du temps, ce sont les données le problème. Après, je ne sais pas, mais la plupart du temps, pour mon expérience, ce sont les OK. données utilisées qui posent OK. problème que le code et que la fonctionnalité qui est implémentée derrière. Donc OK. voilà un peu. OK. Donc, Alex, pour toi, ce serait quoi la bonne relation QA-dev? Qu'est-ce qu'un QA doit faire au quotidien pour te permettre, toi, n'est-ce pas, de livrer vite et mieux? Alors, merci pour la question, modèle. Je dirais, le QI, il doit shifter avec moi, à gauche en fait. Il doit faire un shift left avec moi parce que le shift left aussi, c'est quoi? Comme on a dit, c'est de délocaliser la problématique de la qualité en OK. début, en fait, du processus de développement. Ceci étant dit, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que, pour moi, je voudrais que le QA qui m'accompagne dès la rédaction des tickets, des stories, en décrivant avec moi probablement c'est quoi les cas de test attendus pour ce ticket-là, c'est quoi les critères d'acceptance pour ces critères-là, pour ces tickets-là OK. autant pour moi, Mmh. premièrement. Deuxièmement, essayer de tester mon code le plus tôt possible. Donc, ne pas attendre forcément que j'ai terminé sur ce que je suis en train de travailler avant de commencer à faire ces tests. Donc, anticiper en fait sur la disponibilité d'une partie même de la fonctionnalité que je suis en train de travailler pour me faire des Mmh. retours là-dessus. Ça m'aiderait et ça nous aiderait tous en fait à avancer rapidement sur la fonctionnalité. Ensuite, faire des tickets de bugs parfaits, comme on a décrit Mmh. tout à l'heure, qui me permettront en fait de résoudre le ticket dans ma tête tout de suite quand je l'ai lu en fait. Une fois en lisant le ticket, dans ma tête tout de suite, j'ai résolu le bug. Mmh. Ça nous sauvera la vie énormément. Mmh. Et enfin, être vraiment empathique. La communication doit être assez fluide, pas Mmh. fustigée, à pas remettre la faute forcément sur les compétences de l'un ou de l'autre, que ce soit pour le dev ou bien que ce soit pour le QA.
Donc, toujours Mmh, garder une communication non violente et assez saine quand même dans l'équipe. mmh. Ouais, ce que tu dis est fondamental dans la collaboration entre un QA et un dev. Avoir une conversation centrée sur l'empathie. Parce qu'il faut se dire que la manière avec laquelle tu approches, n'est-ce pas, un développeur est, n'est-ce pas, responsable de à 80% de s'il va pouvoir résoudre le problème beaucoup plus vite ou moins vite. Et comme tu l'as dit, avoir un bon ticket de bugs, c'est fondamental quand on remonte des bugs. Pourquoi? Parce que le titre en lui-même, lorsqu'il est très explicite, il permet, n'est-ce pas, d'emblée aux développeurs de rapidement avoir une idée de comment résoudre, n'est-ce pas, le problème. Donc, éviter des titres vagues, comme juste de dire le formulaire ne fonctionne pas, mais d'être un peu plus précis dans la formulation du ticket de bug. Et bien sûr, évidemment, mettre les étapes de reproduction de ce bug-là, comme tu l'as dit, donner c'est quoi le résultat actuel de la fonctionnalité et c'était quoi le résultat attendu par la fonctionnalité. Ensuite, apporter un peu plus de contexte comme est-ce que tu as testé dans un environnement de testing ou tu as fait un test dans un environnement de développeur? Est-ce que tu as fait le test de l'application si c'est une application web, est-ce que tu l'as testé sur Chrome ou sur Edge? Euh, et donc, voilà un peu, et apporter aussi peut-être le jeu de données. C'était quoi les données que tu as utilisées quand tu faisais le test de la fonctionnalité? Donc, c'est tout ça qui, n'est-ce pas, facilite, améliore la collaboration entre un dev et un QA. Donc, c'était une première vidéo d'une longue série. On vous a parlé de la notion de shift left. Et vous comprenez donc que le shift left, c'est pas juste de tester tôt, mais c'est en fait de penser la qualité très tôt dans le cycle de développement du logiciel, de l'application. Et à côté de ça, on a vu ensemble c'est quoi le bon bug, le bon ticket de bug. Quel est ce ticket de bug qui aide le développeur à mieux, n'est-ce pas, réfléchir, tout simplement, lorsqu'il fait face au ticket auquel il a. Et en termes de collaboration, faire preuve de beaucoup d'empathie, faire preuve de beaucoup de critiques constructives, partager l'information dans le respect. Donc, si vous avez aimé cette première vidéo, c'est une première d'une longue série. Euh, laissez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne. Et Alex, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait énormément plaisir de t'avoir sur ma chaîne pour une première. C'était vraiment un privilège pour ma part. Euh, si vous voulez, n'est-ce pas, suivre Alex sur LinkedIn, c'est Alex Coisseux. Et si vous vous intéressez, n'est-ce pas, au métier de QA, sur LinkedIn, cherchez-moi Wadel Kane, laissez-moi un message et je me ferai un plaisir d'avoir un call avec vous pour évaluer, n'est-ce pas, votre situation et vous aider selon la route que vous souhaitez emprunter. Si vous voulez, n'est-ce pas, réussir votre entretien d'embauche, étant donné que vous êtes nouvel arrivant au Canada ou alors que vous êtes étudiant et que vous voulez obtenir votre premier job, laissez-moi un message sur LinkedIn, cherchez Wadel Kane et laissez-moi le code hashtag Caprice du Mardi. Et pour les 5 premiers, n'est-ce pas, j'aurai un appel gratuit avec vous. OK? Merci.